Let's bring back the front bench to talk about all of that. Brian Gallant, Corey Tenayk, Tom Mulcair, and Rob Benzie. Corey, I'll start with you. Make it make sense. I don't know what else to say. 45-minute meeting after the telegraphing ahead of it was, nothing's going to happen. It's going to be very brief. The three of them in a room with no staff. Nothing really out of that meeting tangible like that we're talking about today. What do you make of it all? Alors que le président américain monte à la tribune pour annoncer une nouvelle mesure contre un pays voisin, la rhétorique du pouvoir cache un piège profond qui s'est déjà ouvert sous les pieds des citoyens américains eux-mêmes. Quand on parle de droits de douane sur les engrais, beaucoup y voient encore un simple épisode supplémentaire de la guerre commerciale qui dure depuis des années, avec ses promesses exagérées de souveraineté économique et de protection des intérêts nationaux. Mais cette fois-ci, la frontière entre discours et catastrophe réelle est devenue trop ténue. La menace directe d'imposer des droits de douane sévères sur le potassium canadien, base de la fertilisation de champs agricoles entiers aux États-Unis, n'est pas seulement un geste politique. C'est un couteau pointé vers le cœur même de l'agriculture américaine. La plupart des personnes qui vivent loin de la campagne ne le savent peut-être pas. Mais le potassium ou potasse n'est pas un luxe dans la production agricole. C'est la base qui soutient le maïs, le soja, le blé, les céréales qui nourrissent la nation et approvisionnent les marchés internationaux. Retirer cette matière première ou la rendre beaucoup plus chère ne signifie pas seulement réduire la marge bénéficiaire des agriculteurs. Cela signifie épuiser la capacité productive de la terre, dévaster les petites et moyennes propriétés et pousser les communautés rurales vers un effondrement qui ne fait pas la une des journaux. Le Canada, en particulier la province de Saskatchewan, possède certaines des plus grandes réserves de potasse de la planète. Contrairement à ce que beaucoup à Washington feignent de ne pas comprendre, les États-Unis ne peuvent pas simplement remplacer cette source d'un simple claquement de doigts. La géologie ne change pas avec des discours, les mines ne naissent pas par décret. Et la chaîne de production d'un intrant stratégique comme celui-ci prend des années à se construire. Pendant ce temps, les agriculteurs américains n'ont pas le temps d'attendre. La prochaine récolte n'attend pas. Les coûts de production ont déjà explosé et chaque dollar supplémentaire dans le prix des engrais se transforme en désespoir de l'autre côté de la clôture. Des familles entières vivent sur la corde raide entre conserver leurs propriétés et tout remettre à la banque. La cruelle réalité, c'est que beaucoup ont déjà des marges de survie minimales. Des lignes de crédit restreintes, des prix volatiles, un climat imprévisible. Et maintenant, le gouvernement décide de rendre encore plus cher le cœur de l'agriculture américaine, au nom d'une bravade politique contre un partenaire commercial qui a toujours été aux côtés des États-Unis. Le plus pervers, c'est que contrairement à ce que l'on tente de faire croire au public, le Canada ne se laissera pas mettre à genoux par cette mesure. Au contraire, les marchés mondiaux ont soif d'approvisionnement fiable. Les pays d'Asie, les producteurs agricoles d'Amérique latine, les acheteurs européens, tous attendent un fournisseur stable. Si les États-Unis ferment la porte avec des droits de douane, le Canada en ouvrira simplement d'autres. Dans ce scénario, la diversification n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et pendant ce temps, les Américains resteront prisonniers de l'isolement qu'ils ont eux-mêmes créé. L'argument de l'autosuffisance, si souvent répété par les autorités américaines, perd de sa force lorsqu'il est confronté aux faits. Les États-Unis ont renoncé depuis des décennies à une stratégie minière solide. Alors que le Canada investissait dans les infrastructures, la logistique, la réglementation et les accords commerciaux à long terme, les Américains ont choisi de dépendre du marché extérieur. Et maintenant, alors que le coût de ce choix devient évident, au lieu de rechercher des solutions structurelles, ils préfèrent prendre le raccourci des sanctions tarifaires. Mais punir qui exactement? Les données montrent que chaque centime collecté grâce aux droits de douane revient sous forme de coûts dans le domaine agricole. Il apparaît dans les frais bancaires, dans les budgets des coopératives, dans les réajustements des contrats de fret, dans la feuille de calcul de l'agriculteur qui tente de boucler ses comptes sans perdre sa dignité. Et tout cela ne se limite pas au monde agricole. L'impact se répercute sur le prix des denrées alimentaires.
sur l'inflation dans les villes, sur le pouvoir d'achat des familles qui vivent déjà sous pression depuis des années. Le gouvernement, qui se dit défenseur du peuple, finit par taxer les aliments que ce peuple consomme. Et lorsque la catastrophe s'installe, les mêmes autorités qui ont causé le problème apparaissent avec des promesses d'aide, des chèques d'urgence et des discours émouvants sur la protection de l'intérieur du pays. C'est toujours la même histoire. On crée la crise, on éteint l'incendie avec l'argent public et personne n'est tenu responsable. Pendant ce temps, le Canada observe, calcule et avance. Le Premier ministre Mark Carney, au lieu de se laisser entraîner dans une provocation théâtrale, choisit la voie de la stratégie patiente. Il renforce les liens commerciaux avec l'Europe, l'Asie et le Pacifique. Il présente le pays comme un fournisseur fiable de ressources essentielles dans un monde instable. Il conquiert des partenaires non pas par des cris, mais par la cohérence. Le contraste est frappant. D'un côté, un leadership américain qui mesure sa force à l'aune des gros titres. De l'autre, un leadership canadien qui mesure ses résultats à l'aune de la stabilité. Et le résultat, c'est que le Canada gagne en crédibilité, tandis que les États-Unis perdent leur capital politique et économique. La rhétorique de la guerre commerciale ne blesse pas l'ennemi, mais l'allié. Et ce faisant, elle révèle un problème plus grave. La croyance dangereuse que les États-Unis peuvent agir seuls, sans conséquences, qu'ils peuvent imposer leur volonté sans mesurer l'impact sur leurs propres citoyens. Cette illusion a peut-être fonctionné dans le passé, lorsque le pays était moins intégré dans les chaînes mondiales et que ses alliés avaient peu d'options. Mais le monde a changé. Les économies sont interconnectées, la production est partagée. Et la confiance, une fois brisée, est difficile à restaurer. À chaque tarif imposé, à chaque menace proférée, les alliés reculent. Et le Canada, au lieu de résister, s'adapte. Il crée de nouveaux canaux, établit de nouvelles règles, investit dans une véritable indépendance. Ce n'est pas un défi, c'est de l'intelligence. Et dans ce jeu, celui qui crie le plus fort n'est pas toujours celui qui gagne. L'impact de cette politique tarifaire ne se limite pas au présent immédiat. Elle sème une graine dangereuse qui pourrait redéfinir toute la dynamique économique et diplomatique de l'Amérique du Nord dans les années à venir. Lorsqu'un pays comme le Canada, historiquement aligné sur les États-Unis, commence à se repositionner comme une puissance intermédiaire indépendante, cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'accumulation, de signaux ignorés, d'alliances mises à rude épreuve, et chaque tarif imposé, chaque menace déguisée en plaisanterie sur l'annexion ou la subordination, chaque geste de mépris institutionnel alimente cette transformation. L'annonce de Mark Carney concernant le rapprochement diplomatique avec la Chine a peut-être semblé être un événement isolé, mais en réalité, elle était un signe clair que le Canada n'est plus disposé à vivre dans l'ombre des décisions de Washington. Au lieu de réagir avec agressivité, il a réagi avec calcul. Contrairement à l'improvisation chaotique qui a marqué les actions du gouvernement américain, le Canada se montre de plus en plus disposé à protéger sa souveraineté par la diplomatie, l'investissement et l'ouverture commerciale. Ce n'est pas seulement un message adressé aux États-Unis, c'est un message adressé au monde entier, une invitation au marché asiatique, au bloc économique européen, aux nations qui recherchent des fournisseurs fiables en période d'incertitude. Et ce que le Canada offre, c'est précisément ce que les États-Unis ne peuvent garantir à l'heure actuelle: la prévisibilité, la stabilité, des engagements à long terme. La réaction interne au Canada a également été révélatrice. Les entrepreneurs, les dirigeants provinciaux, voire les membres de l'opposition, se sont tous unis pour défendre l'économie canadienne contre l'utilisation politique des tarifs américains. Ce type d'union est rare, et lorsqu'il se produit, il montre que le risque perçu n'est pas négligeable. Il montre que le pays tout entier a compris le message derrière les actions des États-Unis. Et ce message était un message de mépris, de tentative de coercition, d'utilisation de la dépendance économique comme arme.
L'effet de cela sur les citoyens américains, en particulier les plus vulnérables, est encore plus cruel. Le petit agriculteur, le propriétaire d'une scierie, le fabricant de meubles, le père de famille qui tente de construire ou de rénover sa maison, tous finissent par subir les conséquences d'une politique conçue pour impressionner les audiences politiques et non pour améliorer la vie de ceux qui travaillent. Les droits de douane ne se limitent pas au potassium. Ils ont déjà touché l'aluminium, l'acier, le bois, les meubles, et chacune de ces mesures fait grimper un peu plus le coût de la vie. C'est une bombe à retardement qui explose sur la table du dîner, sur la fiche de paie, sur la feuille de calcul serrée d'une petite entreprise qui tente de garder ses employés. Et tout cela au nom d'une vision déformée du pouvoir où l'on croit que montrer sa force équivaut à créer la prospérité. Le plus ironique, c'est que les arguments de sécurité nationale, souvent utilisés pour justifier ces tarifs, se contredisent dans la pratique. L'idée qu'il est nécessaire de protéger des secteurs stratégiques tels que la défense, l'énergie ou l'agriculture perd tout son sens lorsque la politique adoptée sabote ces mêmes secteurs en augmentant les coûts, l'instabilité et l'isolement. Le cas de la défense est symbolique. Lorsque Trump plaisante devant les caméras en disant que le Canada pourrait avoir accès au système de défense antimissile des États-Unis s'il acceptait de devenir le 51e État de l'Union, ce qui devrait être une proposition visant à renforcer l'alliance, se transforme en une blague de mauvais goût. Au lieu de consolider les liens, cela ébranle la confiance. Au lieu de construire des ponts, elle érige des barrières. Et pour un pays comme le Canada, qui a investi dans ses propres infrastructures critiques, ce type de rhétorique ne fait que renforcer la nécessité de trouver des alternatives, d'autonomie, de ne pas dépendre de l'humeur d'un président pour garantir ses propres intérêts. Et pendant ce temps, l'agriculteur américain, qui s'est souvent rendu aux urnes en croyant que ces mesures apporteraient un soulagement, se rend compte que la facture n'a fait qu'augmenter, que la promesse de reprise de l'industrie s'est transformée en une nouvelle période d'incertitude, que les exportations ont diminué, que les coûts ont augmenté, que le crédit est devenu plus difficile, que le sentiment d'abandon n'a fait que croître. Et le plus triste, c'est que malgré tout cela, la rhétorique du conflit continue d'être vendue comme une solution, comme si crier plus fort pouvait résoudre la pénurie de ressources, comme si affronter ses alliés pouvait renforcer la nation. Mais le monde a changé. Et les pays qui se développent, qui gagnent du terrain, sont précisément ceux qui parviennent à inspirer confiance. Le Canada l'a compris. Et il transforme chaque attaque subie en un nouvel argument en faveur de la diversification. Chaque tarif imposé devient un stimulant pour de nouveaux accords. Chaque geste de mépris devient une étape dans la construction d'une stratégie plus large. Le Canada ne tourne pas le dos aux États-Unis. Il cesse simplement de dépendre exclusivement d'eux. Et ce changement, bien que subtil, a le pouvoir de modifier tout l'équilibre géopolitique de la région. Quand on y regarde de plus près, on se rend compte qu'il ne s'agit pas seulement d'un différend commercial. C'est un choc entre deux modèles de leadership. L'un mise sur le spectacle, l'autre mise sur la patience. L'un agit par impulsion, l'autre agit par vision d'avenir. Et au final, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui détermine le succès, mais celui qui construit le plus solidement. C'est la différence entre la rhétorique et le résultat, entre l'isolement et l'influence réelle. Le plus surprenant, c'est que ce conflit, qui a commencé comme un simple différend tarifaire entre deux pays voisins, a révélé des vérités beaucoup plus profondes sur l'état actuel du leadership américain et la voie ferme que le Canada a empruntée. Alors que Washington choisit d'utiliser les tarifs douaniers comme arme d'intimidation, le Canada transforme chaque coup reçu en un élan stratégique. Non pas par vengeance, mais par restructuration. Et c'est cette différence d'attitude qui définit les chemins opposés que ces deux pays empruntent. Les États-Unis croient encore qu'ils peuvent utiliser leur influence comme une contrainte, qu'il suffit de menacer, d'exiger, de taxer, pour maintenir leurs partenaires dans le rang. Mais cette logique repose sur un monde qui n'existe plus.
À une époque où la puissance militaire et le contrôle du marché permettaient un unilatéralisme sans grand coup. Aujourd'hui, les économies sont interdépendantes. Les flux commerciaux, énergétiques, industriels et technologiques traversent les frontières avec rapidité et complexité. Et dans ce scénario, ceux qui menacent trop perdent la confiance. Ceux qui tentent de contrôler suscitent la résistance. Et ceux qui imposent finissent par s'isoler. Le Canada l'a compris, et plutôt que d'affronter la tempête en essayant de crier plus fort, il a préféré construire un abri. Il a investi dans ses propres chaînes d'approvisionnement, dans les minéraux critiques, dans les énergies propres, dans des accords commerciaux de nouvelle génération. Il a ouvert des portes en Europe, en Asie du Sud-Est, dans la région Indo-Pacifique. Il a renforcé son image de partenaire fiable, stable et cohérent. Et tandis que les États-Unis oscillent entre protectionnisme et populisme, le Canada occupe les espaces laissés vacants. La transformation canadienne n'est pas un plan marketing. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. L'investissement stratégique renforce un réseau économique qui ne dépend plus de l'aval américain. Et cela change tout. Cela modifie l'équilibre des pouvoirs. Cela modifie la dynamique des négociations. Cela change la perception des marchés. Alors que les investisseurs recherchent la prévisibilité et la stabilité, le Canada devient un choix logique. Et les États-Unis, autrefois symbole de sécurité, commencent à sembler risqués. L'ironie de tout cela, c'est que la politique tarifaire, vendue comme une mesure de protection nationale, accélère précisément l'autonomie de ceux qui devraient être ensemble. Chaque nouvelle restriction, chaque nouvelle provocation, chaque nouveau jeu d'humiliation publique pousse le Canada vers une position qui n'a jamais été recherchée par imposition, mais qui semble désormais inévitable. Celle d'une puissance moyenne, avec sa propre voix, sa propre direction, moins dépendante de la Maison-Blanche. Et pour les États-Unis, cela représente une perte qui va au-delà du commerce. Cela signifie perdre une extension naturelle de leur influence continentale. Cela signifie voir leur leadership régional contesté, non pas par des ennemis, mais par d'anciens alliés qui ne voient plus l'intérêt de suivre des ordres qui vont à l'encontre de leurs propres intérêts. Sur le plan interne, le reflet de tout cela est encore plus douloureux. Les communautés rurales, qui ont toujours constitué la base émotionnelle et électorale du discours patriotique, sont celles qui ressentent le plus dans leur portefeuille les conséquences de ces décisions. Elles ont vu leurs coûts augmenter, leurs exportations diminuer, leurs promesses se transformer en aides d'urgence qui ne résolvent rien, et tout cela alors qu'elles assistent à une politique étrangère fondée sur la bravade, qui sape les fondements économiques qui soutenaient leur mode de vie. Les petits producteurs, les transporteurs, les commerçants locaux, les constructeurs et des familles entières paient le prix d'une guerre qu'ils n'ont jamais demandée. La facture se présente sous la forme d'intrants plus coûteux, de crédits plus difficiles à obtenir, de marchés fermés, d'insécurité juridique, et le gouvernement, au lieu d'écouter ces voix, continue de miser gros. Il ignore ce qui se passe sous ses yeux. Il continue à utiliser le commerce comme une arme, même si la cible principale se trouve dans son propre jardin. À chaque discours enflammé, à chaque annonce de tarifs, on assiste à l'aggravation d'un cycle de crise fabriquée. Et même les ressources destinées à atténuer les dommages de cette crise, lorsqu'elles arrivent trop tard, avec des critères confus, et sans résoudre le problème à la racine. Le scénario qui se dessine n'est pas seulement celui d'un différend ponctuel entre deux pays. Il s'agit d'un remaniement complet de la politique commerciale et géostratégique du continent. Alors que les États-Unis utilisent les droits de douane comme moyen de chantage, le Canada transforme l'adversité en levier. Et ce contraste laisse des traces. Il marque les agriculteurs américains qui ne font plus confiance aux promesses qu'ils ont entendues tant de fois. Il marque les partenaires internationaux qui observent le comportement erratique d'une puissance qui était autrefois synonyme de stabilité. Il marque les investisseurs qui commencent à diriger leurs ressources vers des endroits où il y a moins de bruit et plus de cohérence. Et il marque surtout
la perception que le pouvoir ne réside plus dans la force d'un cri, mais dans la constance d'une construction. Le temps nous dira quel sera le résultat de ce conflit, mais les signes sont déjà partout. Le Canada, avec moins de mots et plus de stratégie, est en train de conquérir ce que Washington tente de maintenir par la force. Il occupe l'espace de la confiance, de la prévisibilité, de la rationalité au milieu du chaos, et dans ce nouveau monde, c'est la monnaie la plus précieuse. Un pays qui taxe ses propres agriculteurs au nom de la punition de son voisin ne fait pas preuve de force. Il avoue sa faiblesse, il révèle qu'il a perdu le cap, qu'il confond pouvoir et imposition, leadership et menace, politique et théâtre. Pendant ce temps, son voisin avance, se consolide, grandit, et il le fait sans faire de bruit, parce qu'il a compris que l'avenir ne sera pas façonné par ceux qui crient le plus fort, mais par ceux qui construisent avec intelligence. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous percevez également qu'il se passe quelque chose de très grave et que personne ne peut plus faire semblant de ne pas le voir. C'est pourquoi, si ce message vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Ici, nous ne nous taisons pas, nous ne répétons pas de discours tout faits, nous ne cédons pas à la manipulation. Ici, nous disons la vérité, aussi dure soit-elle. Et si vous voulez aussi comprendre ce qui se cache derrière les décisions qui changent votre vie, cet espace est fait pour vous. Rejoignez-nous, votre voix compte, et la vérité aussi.